Bien, comme le temps est compté, que c'est le dernier événement de la matinée, je crois qu'on va commencer donc ce débat sur la question de la résistance citoyenne comme moyen d'action politique et de préservation de la nature. Je voulais commencer par des remerciements à l'Académie du Royaume de la part de la Fondation de l'écologie politique que je préside et dont le directeur Benoît Monange, qui est déjà assis, va animer le débat, en disant que depuis le début de la matinée, ce que je trouvais assez palpitant, c'est que l'écologie est un projet politique, mais c'est aussi un projet civilisationnel. C'est ça qui m'a frappé en écoutant ce qu'ont dit les précédents intervenants, à la fois sur la civilisation de l'eau, sur la manière dont la question de l'eau a toujours au niveau mondial et dans l'histoire été à la fois un outil du lien social, un objet sur lequel il fallait résoudre des conflits et aussi un indicateur très fort de notre relation à la nature et de notre relation au temps, au long terme, au respect des générations futures, que ce qui a été décrit sur la question de l'éco-construction me semble montrer qu'aujourd'hui, les pays comme la France ont beaucoup à apprendre de pays comme le Maroc, parce que lorsque nous faisons des labels haute qualité environnementale en France, nous ne remettons jamais en cause la civilisation du béton, alors qu'on voit bien que ce qui nous a été décrit comme nouveau mode d'architecture et de réappropriation des techniques traditionnelles montre l'avenir. Et donc, pour ne pas être trop longue, je terminerai par donc des remerciements à M. Lajommery et à M. Tamer, avec lesquels nous avons beaucoup travaillé et qui nous ont permis donc d'être présents à cette COP22 pour un atelier qui se situe dans un cadre assez institutionnel, mais qui va beaucoup parler de la question démocratique et de la façon dont l'écologie nous aide à introduire de nouvelles temporalités démocratiques et de nouveaux espaces. Voilà, je laisse la parole à Benoît Monange qui va présenter les intervenants et le thème de notre atelier. Merci beaucoup. Comme le disait Lucie, c'est un grand honneur pour nous d'être présents ici. D'une part parce que c'est la continuité d'un engagement avec l'Académie du Royaume du Maroc, puisqu'on avait déjà organisé une conférence en préambule de la COP22 qui s'était très bien déroulée et qui nous avait apporté beaucoup, je pense, en termes de contenu et de coopération. Et puis c'est également la continuité pour la Fondation de l'écologie politique de l'engagement des travaux qu'on a eus sur le climat, puisqu'on a été très présent lors de la COP21 à Paris l'année dernière. On avait un stand dans l'espace société civile, un peu comme l'Académie du Royaume a son stand cette année. Et on est très heureux de voir la manière dont le Royaume du Maroc s'est emparé de la question du climat et a continué l'expérience de Paris l'année dernière de très belle manière. On est très heureux de pouvoir avoir l'opportunité d'organiser ce side event avec vous. Et d'avoir donc un très beau panel à vous proposer, un panel qui est directement issu des travaux de la Fondation de l'écologie politique. Je voulais juste vous présenter très rapidement quelques-uns des travaux de la Fondation sur la thématique climat, qui est donc une thématique qu'on a travaillée depuis un petit moment, notamment un des travaux majeurs qu'on a fait sur le climat, c'est cet ouvrage qui est paru l'année dernière, donc un peu avant la COP21 à Paris, qui s'appelle Paris Climat 2015, 20 ans après, et qui est donc un exercice de prospective sur les questions climatiques, dont d'ailleurs plusieurs personnes dans le panel ici ont directement contribué. Donc vous le trouvez sur le site de la Fondation de l'écologie politique. On a amené quelques exemplaires également. Je ne sais pas s'il y en a encore de disponibles, mais sinon vous en trouverez à la sortie de la salle. Il est disponible en français et en anglais. Voilà, on a donc différentes autres publications que vous pourrez trouver aussi sur le site de la Fondation, l'Europe face au changement climatique par exemple, et également lors de la COP21, ou un peu avant la COP21, pendant l'année climat en France, nous avons eu plusieurs travaux et notamment une grande conférence au Collège de France sur la question de l'Anthropocène, et qui avait donné lieu également à un numéro spécial de la revue Esprit, voilà, que je vous présente ici. Voilà, et donc un certain nombre de notes également. Je le mentionne parce que je pense que ça fait écho à vos travaux et aux discussions de ce matin.
donc notamment une note qui s'intitule Comment réparer l'injustice climatique en Afrique, que vous trouverez également sur notre site internet. Et donc quelques exemplaires sont également disponibles ici. Voilà. Pour revenir plus directement au sujet de nos travaux ce matin, on avait envie de vous proposer donc cette petite conférence sur la question des mouvements citoyens par rapport aux problèmes climatiques et par rapport aux problèmes environnementaux plus largement. C'est donc la question qu'on va traiter directement avec nos intervenants. On va essayer de garder les interventions à un niveau de 15 minutes à peu près par intervenant, en espérant que ça nous permette de dégager un petit peu de temps à la fin pour avoir quand même quelques échanges avec la salle, parce que je pense qu'on pourra avoir quelques allers-retours et quelques questions. Ça sera sans doute bienvenu. Donc je vais vous présenter rapidement nos intervenants. Vous avez tout à ma gauche Marc Lipinski, qui est biologiste, qui est directeur de recherche au Centre national de recherche scientifique en France et qui est coprésident du conseil scientifique de la Fondation de l'écologie politique. Il est également un des auteurs qui a participé à notre publication Paris Climat 2015, 20 ans après. Il va nous parler de l'engagement des citoyens au niveau de la recherche scientifique. Je le mentionne parce qu'il est également l'auteur d'un ouvrage qui est paru en France en 2012 qui s'appelle « Les sciences, un enjeu citoyen pour une politique écologiste de la recherche et de l'innovation ». Voilà, donc un de ces ouvrages que vous pouvez sans doute trouver et commander. Également à ma gauche, Alice Béja, qui a également participé à l'écriture de Paris Climat 2015 et qui a été l'auteur d'une note pour la Fondation de l'écologie politique qui s'appelle « Obama et le climat, une révolution verte en demi-teinte » et qui s'intéresse donc justement à l'héritage de l'administration Obama aux États-Unis en termes d'environnement. Voilà, je pense que ça sera une thématique intéressante à voir dans le futur des États-Unis avec le changement de présidence, comme vous avez pu le remarquer. Et enfin, à ma droite, Jean Grésy, qui est juriste, qui est avocat en France, mais qui est également le cofondateur du Peuple des Dunes, donc un collectif citoyen en France qui a lutté et qui lutte toujours contre l'extractivisme du sable au large des côtes bretonnes et qui donc a fait l'objet d'une note également de la Fondation sur cette histoire du Peuple des Dunes que vous trouverez également en téléchargement sur le site internet de la Fondation. Je vous propose que nous commencions avec la présentation d'Alice Béja et donc avec cette interrogation sur les mouvements citoyens aux États-Unis par rapport à l'environnement et on a envie d'avoir tout de suite une réaction certainement par rapport à l'élection de Donald Trump aux États-Unis et j'avais envie peut-être de démarrer sur cette interrogation tirée d'un éditorial du Monde qui est paru hier soir de Stéphane Foucard et qui s'interroge. Donc nous, à la Fondation, on a travaillé sur ce concept d'anthropocène qui donc dit que l'activité humaine entraîne une réaction directement sur le climat, sur la biosphère. Et Stéphane Foucard introduit une nouvelle notion qui est la notion de Trumpocène. Et il se demande si l'action d'un seul homme, le président des États-Unis, pourra avoir à l'avenir une influence sur le climat. Voilà. Alors, espérons que non. C'est un peu la réponse facile que je donnerais. Donc, il est certain que l'élection de Donald Trump la semaine dernière, qui deviendra en janvier le 45e président des États-Unis, a suscité de nombreuses interrogations, suscite toujours de nombreuses interrogations, et que l'un des aspects de l'héritage de Barack Obama qui semble le plus menacé, c'est loin d'être le seul, par une présidence de Donald Trump, c'est bien sûr tout ce qui a trait à la question environnementale et climatique. Je pense non seulement bien entendu à la question de l'accord de Paris, dont Donald Trump a quand même fait le cœur de sa campagne, en tout cas pour le peu qu'il a parlé d'environnement et de climat, mais également à toute une série de décisions qui ont été prises par Obama dans le cours de ses 2 mandats, mais comme Obama avait un Congrès qui lui était hostile, ces décisions ont été prises par décret, par executive order, ce qui signifie tout simplement qu'elles peuvent être révoquées, sans passer par le Congrès, par le président suivant. Donc les gains en matière environnementale, en matière de climat, réalisés par l'administration Obama sont fragiles, aussi bien en termes de perspective globale et internationale
que pour ce qui concerne les législations en vigueur au sein même des États-Unis. Cela dit, et c'est pour ça que c'est d'autant plus intéressant, je pense, de parler aujourd'hui des mobilisations citoyennes, il ne faut pas minimiser, bien entendu, l'importance du gouvernement fédéral aux États-Unis, mais il ne faut pas oublier que les États-Unis sont un pays fédéral, qu'un certain nombre d'États, qu'un certain nombre de villes se sont déjà engagés sur des objectifs de réduction des gaz à effet de serre, de transformation des modèles économiques, et que, en tout cas dans certains d'entre eux, ils ont l'intention de mener à bien ces projets. Il y a également toute une série de mobilisations citoyennes qui ont connu un regain de vigueur ces dernières années autour d'un certain nombre de questions. Alors, j'ai fait le choix aujourd'hui vraiment de m'attacher à un exemple précis de mobilisation citoyenne autour d'un sujet alors qui est singulièrement américain, mais qui, je pense, recoupe un certain nombre de problématiques auxquels font face des mouvements citoyens de par le monde, qui est la question de l'exploitation des gaz et des pétroles de schiste et à travers la technique de la fracturation hydraulique, donc que l'on appelle fracking en anglais, et qui a donné naissance à un néologisme, le fractivism, donc la contraction de fracking, la fracturation hydraulique, et activism, le militantisme. Donc toute une série de mobilisations, en particulier depuis 2010, qui protestent contre les forages, contre l'exploitation de ces énergies dites non conventionnelles. Alors, cette question est intéressante à plusieurs égards. D'une part parce que c'est entre autres le développement de ces énergies qui a permis aux États-Unis de devenir premier producteur mondial de gaz et de pétrole. C'est également une exploitation qui a été soutenue par l'administration Obama. Donc là, on sort un peu du cadre de l'opposition stricte entre démocrates et républicains. Dans son discours de l'État de l'Union en 2014, Barack Obama a affirmé que ces énergies étaient des énergies de transition, des bridge fuels, vers les énergies renouvelables. Et donc on voit bien aussi là où se joue en permanence un équilibre parfois précaire entre des questions environnementales et des préoccupations écologiques et climatiques et les intérêts économiques d'un pays qui reste premier. Donc je voudrais m'intéresser à l'une de ces mobilisations, également parce qu'elle a été victorieuse et que, comme on l'a vu ce matin, c'est très important de mettre aussi l'accent sur les choses qui marchent, sur les mobilisations qui fonctionnent, qui est une mobilisation qui a eu lieu dans l'État de New York entre 2011 et 2014. Alors, ce qui s'est passé, pour vous resituer un peu le contexte, le gouverneur de l'État de New York, Andrew Cuomo, est un démocrate qui, quand il arrive au pouvoir en 2011, évoque la possibilité de remettre en cause le moratoire sur les forages qui étaient en vigueur jusque-là dans l'État. Donc, d'ouvrir l'État de New York à la possibilité d'exploiter le gaz et le pétrole de schiste. En effet, il y a un des plus grands gisements de gaz de schiste aux États-Unis, qui est le gisement de Marcellus, qui s'étend principalement sur la Pennsylvanie, mais qui déborde sur l'État de New York. Le raisonnement de Cuomo était que les régions de l'État de New York qui sont tout à l'ouest de l'État, donc qui confinent avec la Pennsylvanie, qui sont des régions relativement pauvres, très touchées par la désindustrialisation, bénéficieraient économiquement de l'exploitation de ces énergies non conventionnelles. Donc, à la suite de cette décision, il y a eu immédiatement des mobilisations contre cette levée du moratoire. Et ce qui est intéressant, c'est que ces mobilisations se sont faites sous plusieurs formes. Donc, il y a eu d'une part des ONG comme le Sierra Club, des ONG environnementales très anciennes qui ont pris position, qui se sont opposées à cette levée du moratoire. Il y a eu également des mobilisations citoyennes, des manifestations. Le gouverneur, à chacun de ses déplacements, était accueilli par des manifestants qui exprimaient leur refus de la fracturation hydraulique. Mais il y a eu aussi des collaborations entre des citoyens et des exécutifs locaux de petites municipalités concernées par la levée du moratoire qui ont fait voter des lois d'urbanisme interdisant le forage sur leur territoire. Donc au niveau local, un certain nombre de municipalités, dès 2011, quand l'hypothèse de la levée du moratoire a été évoquée, des municipalités en accord avec les citoyens se sont mobilisées pour dire, eh bien, même si le forage est autorisé au niveau de l'État, dans notre municipalité, ça ne sera pas le cas. Et ces lois d'urbanisme ont été validées
par les tribunaux. Donc là aussi, sur le plan juridique, il y a eu des mobilisations qui ont fait que les municipalités ont été reconnues compétentes pour interdire les forages sur leur sol. On a eu également des mobilisations dans la ville même de New York, cette fois contre la mise en place de pipelines, de gazoducs, visant à acheminer le gaz de schiste vers la métropole new-yorkaise. Et là encore, dans ces mobilisations, qui ont eu lieu donc en fin 2011, début 2012, se sont mobilisés également des militants qui, au même moment, faisaient partie du mouvement Occupy Wall Street et qui se sont agrégés à celles et ceux qui manifestaient contre la fracturation hydraulique, contre la mise en place de gazoducs pour acheminer l'énergie vers la ville de New York. Ils ont été également soutenus par des personnalités du monde du spectacle et notamment du monde du cinéma, l'acteur Mark Ruffalo et également, pardonnez-moi, j'ai perdu son nom, le réalisateur du documentaire Gasland qui, en 2010, avait popularisé la condamnation du gaz de schiste comme énergie. Et ces acteurs du monde du spectacle se sont associés à des scientifiques de Stanford et ont demandé à ces scientifiques de produire une étude pour voir s'il était possible pour l'État de New York de se reposer exclusivement sur des énergies renouvelables. Donc il y a eu une concomitance entre la mobilisation d'exécutifs locaux, des manifestations au sens plus classique de citoyens qui s'expriment dans l'espace public à chaque fois que le gouverneur faisait un déplacement, une mobilisation de militants actifs dans d'autres mouvements comme Occupy Wall Street, le monde du spectacle et les scientifiques. En 2014, le gouverneur Cuomo, qui venait d'être réélu, a annoncé qu'il renonçait à suspendre le moratoire et que donc la fracturation hydraulique dans l'État de New York était interdite. Alors, cette déclaration a été vécue comme une victoire de la part des mouvements écologistes, mais le gouverneur, lui, il n'a pas du tout présenté comme ça. Ce qu'il a déclaré, il a dit « Je ne suis pas un scientifique, je ne suis pas un expert de l'environnement, je ne suis pas un expert des questions de santé, je ne suis pas médecin, je ne suis pas écologiste, je ne suis pas scientifique, ne cédons pas à l'émotion et demandons leur opinion aux experts compétents. » Donc ce qu'il a dit, moi je n'interdis pas la fracturation hydraulique pour des raisons politiques, ni même en réalité pour des raisons de préoccupation environnementale, je l'interdis parce que j'ai eu un rapport de mes services de santé qui me disent que c'est potentiellement dangereux pour la santé publique, du fait des risques de pollution de l'eau à travers la fracturation hydraulique et de pollution de l'air également à travers les éventuelles fuites de gaz. Donc lui essaye de contenir en réalité cette décision sans en faire une victoire de la mobilisation citoyenne, mais en rattachant ça simplement à une logique d'expertise. Donc pourquoi cette mobilisation est-elle intéressante ? D'une part, d'un point de vue politique, le gouverneur Cuomo est un démocrate, donc on aurait plutôt tendance à se dire qu'il défend l'environnement et qu'il serait contre ce genre d'exploitation. Ça n'est pas le cas, encore une fois. Ce sont des énergies qui ont été soutenues par l'administration Obama et qui ont été soutenues également par Cuomo, qui met en avant au départ, quand il veut lever le moratoire, l'intérêt économique. Donc là, on a un raisonnement, disons, classique, une opposition que l'on fait souvent aux militants de la cause écologiste et environnementale, qui est de dire, écoutez, ces préoccupations, ce sont des préoccupations de riches, ce qu'il faut, c'est créer de l'emploi, ce qu'il faut, c'est produire pour que les populations les plus défavorisées puissent avoir accès à l'emploi, à l'éducation, à la santé, etc. C'est un argument qu'on a également entendu pendant la campagne. Et donc là, il était en outre très facile, et ça a d'ailleurs été fait, d'opposer les bobos, pour employer un terme très français qui ne veut pas dire grand-chose, de la ville de New York, aux habitants des régions plus rurales, plus pauvres, de l'ouest de l'État. En disant, voilà, vous avez les acteurs d'Hollywood, nous, on est au chômage et on a besoin d'emploi. Or, ce que révèle cette mobilisation, et c'est ça qui est intéressant, c'est que précisément, d'une part, les populations locales se sont mobilisées avec leurs exécutifs locaux pour interdire les forages sur leur sol. Donc, malgré le fait qu'on leur ait promis une opportunité économique, elles voyaient bien que cette opportunité économique s'associait potentiellement à des risques
de santé et de pollution majeure. Donc ça, c'est une chose. Deuxièmement, les opportunités économiques, in fine, se sont révélées n'être pas si intéressantes que ça. Pas uniquement du fait de la baisse des prix de l'énergie depuis 2014, mais également parce que, en fin de compte, on s'est rendu compte qu'il n'y avait peut-être pas autant d'énergie que ce qu'on pensait au départ. Donc voilà, cet argument économique, en fin de compte, n'a pas véritablement fonctionné. Et c'est une prise de conscience aux États-Unis de plus en plus large que cette concomitance des inégalités sociales, environnementales et raciales qui font que les mêmes populations concentrent tous les risques à des niveaux extrêmement élevés. Et que donc l'argument de dire on n'a pas besoin d'environnement, on a besoin d'emploi, n'est absolument pas valable. Voilà, donc je voulais simplement donner cet exemple d'une mobilisation qui a réussi, et là aussi c'est intéressant, elle a réussi en elle-même, en partie, mais elle a aussi réussi du fait de circonstances extérieures. Les circonstances extérieures étaient d'une part le fait que le gouverneur Cuomo a certes été réélu en 2014, mais pendant la campagne des primaires démocrates, il a eu à faire face à une opposante, Zephyr Teachout, qui a énormément fait campagne sur cette question de la fracturation hydraulique et qui l'a obligé, lui, à se repositionner par la menace qu'elle faisait peser sur sa nomination. Donc il y a aussi des raisons politiques. Il y a des raisons, enfin, économiques, puisque la baisse des prix du pétrole, notamment depuis 2014, a rendu bien moins rentable l'exploitation des gaz et pétroles de schiste, exploitation qui est coûteuse, non seulement en termes d'environnement, mais également en termes économiques, et que donc, là aussi, en termes de rapport coût-bénéfice, les bénéfices étaient bien moins évidents que 4 ou 5 ans auparavant. Donc voilà, c'est une conjugaison de facteurs qui fait que la mobilisation n'a pas réussi exclusivement par elle-même, et en même temps, si cette mobilisation n'avait pas eu lieu, il est fort probable qu'en 2011-2012, le moratoire aurait été levé et que l'État de New York aurait été ouvert à la fracturation hydraulique. Voilà, donc je souhaitais simplement conclure là-dessus. Merci. Merci Alice. Je pense qu'il faut vraiment retenir cette idée qu'avec la mobilisation, il peut y avoir un changement de paradigme et que ce n'est plus forcément la question économique qui a à dominer et qu'on peut prendre d'autres critères en jeu. Je me tourne maintenant vers Marc Lipinski. Non ? D'accord. Alors, donc, Monsieur Jean Grésy va aller au pupitre. On a une présentation avec un diaporama que vous allez pouvoir suivre sur les écrans. Est-ce que ça s'affiche bien ? Oui. Oui. Parfait. Bien, messieurs les académiciens, mesdames, messieurs, chers amis, permettez-moi tout d'abord de vous saluer, de vous dire toute mon amitié, puisque quelque part le Maroc est ma première patrie. Je suis né à Casablanca. Je suis là pour vous parler d'un problème majeur qui est le problème, au travers de cette mobilisation citoyenne, du problème de l'extraction de sable en mer. On en parle peu et il faut que je vous donne, avant de débuter ces explications, quelques chiffres pour que vous compreniez l'impact et l'importance de ces problèmes d'extraction. Donc, comme vous le voyez sur ces tableaux, nous absorbons dans notre activité de construction des quantités phénoménales de sable, puisque pour une maison, il faut 200 tonnes de sable, un hôpital, 3000 tonnes, 1 kilomètre, 30 000 tonnes. Et nous utilisons chaque année 15 milliards de tonnes de sable, le sable étant, et je souligne ce propos, après l'eau, le produit qui est le plus consommé au monde. Le plus consommé car j'ai cité des chiffres dans la construction, mais le sable n'entre pas que dans la construction, il entre dans la fabrication du verre, dans la fabrication des peintures, des solvants, des moquettes, un certain nombre dans la fabrication de vos téléphones portables et de nombreux produits. Donc le sable est une matière extrêmement consommée et qui appartient à
à un stock fini. C'est-à-dire que nous n'avons pas de renouvellement du stock de sable. Le sable que nous possédons a été fabriqué à la fin de la dernière ère glaciaire, donc il y a plusieurs millénaires, et ce sable est donc un stock fini qui ne se renouvelle pas. Alors, que s'est-il passé? Je vais vous raconter l'histoire de cette mobilisation. Nous sommes en 2005. Nous sommes en France sur le sud-Bretagne, dans le territoire du Morbihan, lorsque j'apprends, avec d'autres, un projet d'extraction de sable en mer à quelques milles de la côte bretonne. Je l'apprends par une information, j'allais dire, quasiment secrète, car personne n'en parle. Je vais appeler les services de la sous-préfecture de Lorient, qui n'est pas au courant, de la DRIR locale, à la direction de la recherche, de l'industrie et de l'environnement. Et on va me donner à ce moment-là le conseil d'appeler la DRIR de Rennes. Et effectivement, le directeur de la DRIR de Rennes se réjouit de m'annoncer qu'effectivement, il y a eu une autorisation qui a été donnée à 2 internationales du ciment, les groupes Lafarge et Italcementi, de venir extraire du sable à 3000 des côtes. Et il m'annonce fièrement que cette décision est définitive, ou du moins que de toute façon, elle va l'être dans 24 heures, puisque le délai de recours expire 24 heures plus tard. Et bien sûr, il m'annonce que c'est trop tard, c'est fini, personne ne pourra exercer de recours dans ce délai. Sauf qu'il n'a pas de chance, l'interlocuteur est avocat, et donc dans les 24 heures qui suivent, un recours est immédiatement introduit devant le tribunal administratif de Rennes contre ce projet. Pourquoi immédiatement un recours contre ce projet? Parce que nous nous trouvons dans une zone en Bretagne Sud qui a l'histoire, la connaissance des phénomènes et des conséquences attachées à ces problèmes d'extraction. En effet, durant la dernière guerre mondiale, les troupes allemandes ont bâti un certain nombre d'ouvrages militaires de défense, des blocos, une base sous-marine qui est extrêmement importante à l'Orient, et ils ont tout naturellement prélevé le sable le plus près possible des lieux de construction, c'est-à-dire quasiment sur les plages. Et puis, la guerre est passée, la ville de Lorient a été rasée sous les bombes américaines notamment, et il a fallu reconstruire la ville. Et tout naturellement, pour reconstruire la ville de Lorient, on a prélevé le sable des plages ou devant les plages pour ces reconstructions. Donc, quelle a été la conséquence immédiate? Aucune, mais 40 ans plus tard, 50 ans plus tard, la conséquence est apparente pour tous les habitants, c'est-à-dire que nous avons et nous connaissons des submersions marines. Pourquoi des submersions marines? Pour un problème qui est très simple à comprendre. Quand vous creusez sur une plage, quand un enfant creuse sur une plage un trou, avec son seau et sa pelle, il suffit de regarder faire les vagues, et les vagues rebouchent le trou. Donc lorsque vous creusez en mer un trou, en prélevant du sable, tout naturellement, la mer va chercher un peu plus loin le sable pour reboucher le trou. Et elle va le prendre où? Elle va le prendre sur la côte, elle va agresser la dune, et donc la dune va descendre, reboucher le trou. Et si vous laissez les dunes agressées, il n'y a plus de pare-choc pour arrêter les vagues, et donc vous connaissez les problèmes de submersion. Et donc, dans le petit village où va naître ce problème, eh bien, nous allons connaître en 2000 une première submersion marine.
Et donc de cette première submersion marine va naître une association qui s'appelle l'Association de protection et de défense du littoral de la presqu'île de Gavre. Et c'est cette association qui va d'abord essayer de protéger, de faire reconnaître l'état de catastrophe naturelle, qui va s'adresser à des tas de scientifiques. Et donc nous allons avoir une bible de scientifiques immédiatement disponible, et nous allons avoir cette connaissance de ce problème d'extraction de sable, et c'est ce qui nous conduit donc à introduire ce recours administratif. Alors au départ, nous sommes une petite association. Nous allons essayer d'aller rencontrer les élus locaux des différentes communes littorales qui vont toutes nous accueillir en nous expliquant qu'ils ne voient pas très bien quel est l'intérêt de la question, que du sable, il y en a forcément, puisque nous sommes sur un cordon dunaire de 40 km de long, qui est une des plus belles plages de sable d'Europe, et que donc il n'y a qu'à se servir, puisqu'il y a du sable partout. Donc forcément, ça ne va pas nous satisfaire, et donc on va essayer d'introduire et de mettre en place une campagne médiatique auprès de la presse locale d'abord, et puis on va réfléchir à la constitution d'un collectif d'associations de défense de l'environnement que nous allons baptiser le Peuple des Dunes. Pourquoi le Peuple des Dunes ? Eh bien, tout simplement parce que nous allons essayer de fédérer au travers de ce collectif les gens qui travaillent derrière la dune, c'est-à-dire les agriculteurs, toutes les industries, les commerçants, ceux qui travaillent sur la dune, c'est-à-dire les restaurateurs, les hôteliers, et ceux qui travaillent devant la dune, c'est-à-dire les ostréiculteurs, les pêcheurs. D'où l'appellation le Peuple des Dunes, dans lequel un grand nombre de personnes vont se reconnaître. Alors, il faut vous dire que nous sommes sur un terrain favorable, puisque en 1975, au même endroit, la France avait voulu réaliser une centrale nucléaire sur la plage d'Erdevenne, et donc un certain nombre de Bretons s'étaient mobilisés pour s'opposer à ce projet et avaient réussi, au travers de cette mobilisation, à s'y opposer totalement, et avaient, en souvenir de ce combat victorieux, érigé un monument qu'on appelle la Main Verte sur la plage d'Erdevenne. Donc nous sommes à ce stade-là au mois de janvier 2007 lorsque nous créons ce collectif. Et nous décidons 2 mois plus tard d'organiser une manifestation publique sur la plage d'Erdevenne. Alors vous voyez sur les images devant vous, à l'occasion de cette manifestation, nous allons écrire le Peuple des Dunes avec des participants, c'est-à-dire que nous allons tracer sur la plage le cycle dans lequel les gens vont s'enfermer. Dans chaque lettre, il faut 350 à 400 personnes par lettre. Vous voyez que ça représente un certain nombre de personnes. Et là, vous avez cette vue aérienne prise d'avion le jour de cette manifestation. Nous avons, lors de cette manifestation, énoncé, alors il y a eu beaucoup de discours, je vous passe ces discours bien sûr, mais énoncé au travers de ces discours un certain nombre de valeurs, de principes qui ont fait l'objet d'une charte, et nous avons déjà, au mois de mars 2007, alors ça vous paraît peut-être avec le recul normal, mais nous sommes en mars 2007, nous avons 2 mois d'existence et nous sommes déjà en train de jeter les bases de la possibilité de dupliquer l'expérience de ce combat dans d'autres directions et dans d'autres lieux. Et tout à l'heure, j'essaierai, si vous le voulez bien, si vous m'y accordez 3 ou 4 minutes de votre temps, de vous montrer ce qu'est un appel à une mobilisation citoyenne, puisque ce jour-là, à Erdevenne, il a été prononcé un appel à la mobilisation. Donc,
l'avantage de la réalisation de ce collectif a été de permettre à tous les cadres associatifs d'agir ensemble. Alors, vous savez sans doute que dans une association, il y a généralement 5-6 personnes qui sont le noyau dur d'une association, qui s'occupent de tout, qui font tout, qui sont des permanents, qui sont des militants, mais qui, bien sûr, à eux seuls ne peuvent pas tout entreprendre, ni tout faire, mais lorsque vous mettez ensemble plus de 100 associations, vous allez vous retrouver à la tête d'un collectif de gens extrêmement militants, extrêmement compétents, ayant l'expérience de l'organisation de manifestations, et nous allons pouvoir mettre en place ce que j'appellerais un niveau de responsabilité horizontale et non plus dans le sens pyramidal de l'administration, où chaque association va accepter de jouer un rôle et de prendre en charge une partie d'une manifestation, que ce soit la gestion d'un parking, que ce soit la gestion de la propreté d'un site après une manifestation, que ce soit l'organisation de la sonorisation, enfin, etc., etc. Donc, nous allons avoir une forte mobilisation qui va se créer localement, où on observe une participation des femmes très importante. Alors, on a ici, enfin, pour certains, mémoire d'une des mobilisations qui ont eu lieu en France à Plogoff, où là aussi, il y avait eu un projet de centrale nucléaire, où le gouvernement avait mobilisé des régiments de compagnies républicaines de sécurité pour essayer de contrôler les manifestants, et ce sont les femmes qui avaient pris la place des hommes pour faire face au CRS. Et donc, ça les embarrassait. C'était la première fois que les policiers se trouvaient en face de femmes et ils n'osaient plus sortir leur matraque et les attraper comme ils attrapaient les manifestants. Et donc, on a cette participation, elles sont extrêmement actives, elles vont être dans toutes les manifestations, c'est elles qui vont aller vendre et répandre partout les t-shirts, les tracts, etc., etc. Et participer aussi, bien sûr, au dynamisme de l'action, puisqu'on va saisir partout les différentes administrations, le préfet de région, le préfet local, Paris, le ministère de l'Industrie, le ministère de l'Environnement. On va essayer d'intervenir et donc de sensibiliser tout le monde. On va organiser, bien sûr, je vais très vite, des manifestations à but lucratif pour le collectif au travers de Fest-Noz. Et on va se rendre compte que l'action va se développer à travers plusieurs acteurs que sont les juristes, bien sûr. Je vais vous dire un mot de l'action devant le tribunal. Les médias, puisqu'il y a un véritable combat médiatique qui va opposer deux multinationales qui disposent de moyens considérables au niveau financier face à un collectif qui a des moyens financiers limités. Le problème des élus locaux, leur sensibilisation, la gestion des professionnels de la mer qu'il faut contrôler parce que notre action est une action pacifique et les pêcheurs, ils ont envie de rentrer dans le dur, si je puis dire, avec leurs bateaux et d'aller à l'abordage des cimentiers. Le problème des scientifiques et même le problème des artistes. Alors, sur le plan judiciaire d'abord, quelques mots. Nous avons, je vous l'ai dit, dès le départ, saisi un tribunal pour obtenir l'annulation d'une autorisation dont la durée de vie, la durée de validité était de 24 mois. Un recours administratif devant une juridiction française, ça prend 3 ans. Et donc forcément, lorsqu'on est arrivé devant le tribunal administratif, on nous a dit mais on n'a pas à se prononcer sur la validité de cette autorisation puisqu'elle est caduque depuis 12 mois. Donc, quelque part, c'est une demi-victoire parce que, à cause de ce recours, l'exploitation a été suspendue, n'a pas débuté. Mais, c'est vrai, nous n'avons pas
une décision nous permettant de faire jurisprudence et de la dupliquer partout ailleurs dans les autres combats. Au niveau médiatique, vous verrez, je vais passer très rapidement quelques images. Nous avons essayé d'utiliser l'humour. Là, ici, vous voyez, les Bretons seront-ils les dindons de Lafarge? C'est par allusion aux dindons de la farce. Nous avons obtenu que différents journaux nous soutiennent. Et ce n'était pas évident parce que les cimentiers achetaient des pages entières dans les journaux et les rédacteurs en chef, évidemment, ont essayé de tarir la communication de notre collectif. Au niveau politique, nous avons été conduits à organiser des réunions pour sensibiliser tous les élus locaux à ces questions, et quelle que soit leur tendance politique. Et nous avons pu obtenir que les nouvelles municipalités de toutes les communes littorales élues prennent immédiatement après leur élection une délibération s'opposant au projet d'extraction. Nous avons aussi perçu la nécessité d'obtenir le concours et la participation de scientifiques, parce que pour administrer la preuve des méfaits et des conséquences de l'extraction de sable, il fallait que nos scientifiques, ceux qui nous soutiennent, répondent aux scientifiques de ceux qui étaient affrétés et payés par les cimentiers. Et donc le maire de Lorient, devant le problème de la complexité des sources scientifiques qui disaient tout et son contraire, a décidé de mettre 100 000 € sur la table, de créer un comité de scientifiques indépendants présidé par un professeur du Collège de France. Et je vous ai mis sur le slide, vous le voyez, les conclusions de la commission présidée par le professeur Verger, qui conclut, alors ce sont ses conclusions, hein, je ne trahis pas sa pensée, à l'existence donc de conséquences extrêmement dramatiques, tant pour le trait de côte que pour les fonds sous-marins, puisque lorsqu'on prélève du sable en mer avec des énormes suceuses, des aspirateurs, on prélève également la vie, hein, car c'est sur le sable que viennent se reproduire les poissons. Et donc, on le voit bien, lorsque vous déchargez un tas de sable sur un quai, vous avez toutes les mouettes qui viennent sur le tas de sable manger les petites crevettes, les petits crabes, les petits poissons qui sont sur le table puisqu'on a tout prélevé, les œufs, toute la vie sous-marine est là. Et donc, nous avons des risques pour l'ensemble. Alors, à la suite de ça, eh bien, nous avons donc gagné, c'est-à-dire que face aux conclusions des experts scientifiques, face à cette mobilisation citoyenne, face à la position de tous les élus, compte tenu de la décision du tribunal administratif, le groupe Lafarge a jeté l'éponge. Alors, à la suite de ça, traditionnellement en Bretagne, on a construit un menhir, puisque chaque fois qu'on gagne un combat en Bretagne, on crée un menhir. Et puis, à la suite de cette construction, nous avons dupliqué l'expérience. Et nous avons créé plusieurs collectifs qui portent donc le nom du Peuple des Dunes, avec ajouté l'origine départementale. Et donc, nous avons mené avec succès un deuxième combat, celui de l'île de Sein, où nous avons également gagné, puisqu'ils avaient le projet d'extraire la dune sous-marine qui protège l'île de Sein. Et nous sommes engagés dans un combat aujourd'hui à Lannion, dont vous entendrez encore parler, puisque le Conseil d'État va rendre une décision cette semaine, où là nous avons créé 2 collectifs. Et puis nous en avons créé un, là, il y a un mois, en Vendée, puisqu'il y a aussi des projets d'extraction de sable en Vendée. Et voilà, je vous remercie. Mais si j'ai le temps... Non. Merci Jean Grézy pour ce qui peut s'apparenter sans doute à un mode d'emploi d'une mobilisation citoyenne environnementale réussie.
Donc sans doute un modèle, un exemple à reprendre. On a vu notamment dans ces explications que la question de l'expertise scientifique avait une place centrale. Et donc pour continuer sur ces questions de science, je vais passer la parole à Marc Lipinski, qui va nous parler de l'engagement des citoyens dans la science et la recherche scientifique. Oui, moi aussi je voudrais remercier pour cette invitation et la façon dont nous sommes très bien accueillis ici à Marrakech, et vous remercier d'être encore présent. Je vais partir d'une actualité assez brûlante en France, qui est une autre mobilisation citoyenne qui se déroule sur un territoire qui s'appelle Notre-Dame-des-Landes, qui est un territoire situé aussi en Bretagne et au nord de la ville de Nantes. Un territoire très intéressant parce qu'il y a 50 ans, l'État français a décidé que ce territoire ne devait pas être construit, de le préserver pour y bâtir un jour un aéroport. Et l'idée à l'époque, c'était de pouvoir faire atterrir en urgence le supersonique Concorde si, rentrant de New York vers Paris, il n'avait pas assez de kérosène pour arriver jusqu'à Paris. Et à partir de cette hypothèse, tout un territoire vaste a été totalement préservé de toute construction, pas de béton, pas de consommation de sable. Et c'est une zone très riche en biodiversité aujourd'hui. C'est une zone humide. Et au titre d'être une zone humide, c'est une zone qui est protégée par à la fois la loi française, en théorie, la loi sur l'eau, mais aussi par les directives européennes qui considèrent que préserver l'eau, comme on l'a entendu déjà ce matin, c'est quand même quelque chose d'absolument essentiel pour préserver la vie. Et donc, tout se passait bien jusqu'à il y a quelques années quand des personnalités politiques de premier niveau, menées par le maire de Nantes, qui deviendra plus tard Premier ministre du président Hollande, Jean-Marc Ayrault, a décidé qu'il fallait réactiver cette idée de construire un aéroport pour relancer la croissance, pour faire que l'aéroport de Nantes existant soit modernisé, etc. Et donc, à partir de là, toute une opposition s'est levée. Le territoire qui était habité de quelques paysans a été investi par beaucoup d'autres personnes qui ont décidé de venir défendre ce territoire et sa richesse. Le défendre de toutes sortes de manières, et un peu à l'image de ce que Jean Grésy vient de vous raconter, y compris par des moyens juridiques et par des moyens de mobilisation citoyenne, avec des grandes manifestations, des dizaines de milliers de personnes venant d'un peu partout, venant dire leur opposition à ce projet. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir que c'est peut-être, outre la mobilisation citoyenne, sur laquelle je vais revenir, c'est la coordination aussi avec la science et avec le droit qui va peut-être aboutir à ce que cet après-midi même, la justice française annule les autorisations de construction et fasse tomber la déclaration d'utilité publique qui fait que le projet devra être abandonné au moins pour quelques années. Alors, mobilisation citoyenne et mobilisation scientifique, comme c'est un territoire très riche en biodiversité, une des manières d'attaquer le problème pour les gens qui s'opposaient à la construction d'un aéroport qui considéraient comme totalement opposé aux engagements pris par la France lors de la COP21 il y a un an, une des façons, c'était de démontrer et de donner à voir que c'était un havre de biodiversité, qu'il y avait des espèces en danger, et tout un tas de naturalistes se sont réunis pour faire un recensement des espèces présentes sur ce site. Et en fait, il y a une centaine d'espèces qui ont été recensées qui sont estimées comme des espèces en danger. Et donc, les futurs constructeurs de l'aéroport, s'il est construit un jour, ont proposé qu'on compense cette perte de biodiversité en transposant les
Alors on me donne une nouvelle qui n'est pas bonne, c'est que le tribunal, par surprise, a autorisé la poursuite des travaux. Bien, donc pour l'instant, la lutte continue. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir que les citoyens sont mobilisés et ont identifié des espèces en danger. Et la question maintenant va être de savoir qu'est-ce que ces espèces en danger vont devenir dans la suite de cette longue bataille. Je voudrais vous dire que l'implication des citoyens dans la recherche scientifique est une longue histoire, puisque finalement, dans le monde occidental, la recherche scientifique a commencé essentiellement avec des amateurs qui, par passion, ont parcouru le monde, les océans, ont collecté des tas de choses, et qui fait d'ailleurs la richesse des musées aujourd'hui, qu'on peut aller consulter, observer. Et ces amateurs ont été les prémices de la science telle qu'on la connaît, la science occidentale telle qu'on la connaît. Aujourd'hui, on assiste à un retour de l'implication des amateurs dans la recherche, dans les recherches scientifiques. C'est vrai dans les sciences naturalistes en premier lieu. Il y a beaucoup de citoyens qui sont impliqués dans des associations qui participent à observer la nature, et en ces temps de changement climatique et ces temps d'évolution des biotopes, de la biodiversité, on a besoin en fait de beaucoup d'observateurs sur les terrains, tous les terrains, et les scientifiques sont bien sûr pas assez nombreux pour faire ce travail, et donc de plus en plus ils s'appuient sur des amateurs éclairés pour des observations qui, grâce au progrès technologique, à Internet, au smartphone, sont des observations, des récoltes, des images, des sons qui sont à la fois datés précisément et géolocalisés immédiatement. Et donc ça, c'est extrêmement important, et ça fait partie de ce qu'on appelle les sciences participatives. Sciences participatives qui permettent à la science d'avancer en s'appuyant sur le travail bénévole de tout un tas de volontaires. Alors c'est vrai dans les sciences naturalistes, c'est vrai aussi dans toutes sortes de sciences, y compris par exemple l'astronomie, classique, que ce sont des amateurs qui ont observé le ciel depuis la nuit des temps. Et puis, c'est vrai aussi en biologie, c'est vrai en sciences humaines. Il y a des sites spécialisés maintenant pour les sciences participatives où il y a une sorte d'appel au peuple pour venir regarder des données qui ont été collectées par les scientifiques ou par des instruments, par exemple par des télescopes, et venir les analyser. C'est-à-dire que les amateurs sont capables non seulement de collecter des données, mais d'analyser des données lorsque ces données sont agencées de telle manière qu'elles soient analysables par toute personne un peu entraînée. Et donc, il y a des dizaines et des dizaines de publications scientifiques aujourd'hui qui, parmi leurs auteurs ou parmi les personnes remerciées, comprennent des purs amateurs qui ont simplement donné de leur temps et de leur passion pour travailler à faire avancer les connaissances. J'ai été pendant 6 ans vice-président du Conseil régional d'Île-de-France, donc la région du Grand Paris, en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Et en tant qu'écologiste, j'ai essayé de mettre en pratique un certain nombre de choses, de tendances. Disons que le mouvement écologiste prône la mise en réseau, la coopération entre les experts et les citoyens, etc. Et donc, je voudrais juste évoquer brièvement deux types de dispositifs que j'ai mis en œuvre. C'était entre 2004 et 2010. On a parlé ce matin des nanosciences, des nanotechnologies. L'émergence de la science au niveau du nanomètre, c'est-à-dire du millionième de millimètre, change fondamentalement les connaissances ou les idées que nous avions sur la chimie et la physique. Le même élément considéré à cette échelle du nanomètre n'a pas du tout les mêmes propriétés que le même élément à l'échelle macroscopique du millimètre ou du mètre. Et du coup, on a besoin de faire des recherches pour comprendre comment ces éléments, qui sont maintenant ces nano-éléments, ces nanomatériaux qui sont maintenant, qui ont commencé à envahir l'ensemble de nos objets de consommation, comment ces éléments peuvent se comporter lorsqu'ils sont mis en présence du vivant.
Et par exemple, lorsque vous avez dans des cosmétiques que vous utilisez, alors pas l'huile d'argan, qui est dépourvue, je pense, de nano-éléments, mais dans beaucoup de cosmétiques qui sont fabriqués par les multinationales des cosmétiques, on introduit des nano-éléments pour toutes sortes de propriétés. Et on ne sait pas du tout comment ces nano-éléments vont se comporter vis-à-vis du corps. Est-ce qu'ils pénètrent le corps? Est-ce qu'ils sont... Et ensuite, est-ce que les corps peuvent s'en débarrasser? Est-ce qu'ils sont dans l'environnement? Quel est leur avenir? On ne connaît pas grand-chose. Et donc, à un moment, au Conseil régional d'Île-de-France, nous avons décidé de faire ce qu'on appelle une conférence de citoyens. Conférence de citoyens, c'est-à-dire rassembler des personnes qui sont à l'image un peu de la population et les faire réfléchir, leur donner le temps et les éléments pour qu'ils réfléchissent sur une question souvent complexe. Et là, la question qu'on leur a posée, c'est: faut-il soutenir la recherche sur les nanosciences, sachant que ces recherches posent des questions éthiques, posent des questions de principe de précaution, posent des questions environnementales. Et donc, une quinzaine de personnes qui étaient à l'image de la population de la région, c'est-à-dire en âge, en sexe, c'était un panel paritaire, bien sûr. C'était surtout à l'image de la population du point de vue de sa formation initiale, c'est-à-dire que ça peut être surprenant, mais seul un tiers de la population qui vit en Île-de-France a, au départ, atteint le niveau au moins du baccalauréat ou plus. C'est-à-dire que 2 tiers de la population ne sont pas à ce niveau-là. Et donc ces personnes ont travaillé pendant 3 mois, ont été mises en présence d'experts, et au bout de 3 mois, ont convoqué une conférence publique où ils ont interrogé ces experts et ils en ont tiré des recommandations à l'usage de nous, décideurs. Et donc, à mes yeux, c'était une démonstration extraordinairement puissante de la capacité de gens du commun, on va dire, de la population en général, de se saisir de questions complexes et de produire des recommandations pertinentes. De la même façon, on a inventé un autre dispositif de recherche qui s'appelle le partenariat institutions citoyens pour la recherche et l'innovation, où, cette fois-ci, ce sont des associations de citoyens qui posent une question et qui se tournent vers la recherche scientifique, vers la recherche professionnelle, pour essayer de développer un projet, co-élaborer ce projet et le mener ensemble, en lien étroit. Et en 10 ans, une centaine de ce type de projet a été financé par la région Île-de-France. J'ai pas beaucoup de temps. Ce que je voulais vous dire, c'est que si on suit ce type de participation citoyenne, que l'initiative en vienne des scientifiques ou que l'initiative vienne des citoyens, et il y a d'autres méthodes pour faire participer les citoyens à la science, ce qu'on voit, c'est une extraordinaire capacité de la population existante à se saisir de choses extrêmement complexes, à avoir une réflexion extrêmement aboutie, à condition que les personnes soient placées dans des conditions où elles peuvent travailler, donc forcément il faut être volontaire, prendre le temps d'une réflexion et prendre le temps de l'élaboration d'une pensée sur ces questions complexes. Et donc je voudrais simplement conclure, pour revenir à ce qui nous occupe tous ici, c'est-à-dire le changement climatique, c'est que clairement il faut associer à la fois la population générale, la recherche, et on peut espérer les leaders, les décideurs, qui souvent sont les derniers à comprendre, à prendre la mesure des enjeux, si on veut affronter les enjeux de demain et les enjeux qui sont posés en particulier par le changement climatique, car on le sait, et c'est important en particulier ici en Afrique, les pays et les sociétés les plus exposées ne sont pas les sociétés les plus riches. Et donc je voudrais conclure sur ce mot, savoir faire confiance aux citoyens. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Marc Lipinski. Je vais passer directement la parole à Lucie Schmid pour faire une petite conclusion de la table ronde. J'ai peur que malheureusement on n'ait plus le temps de faire des échanges avec la salle, car la salle doit être prise par la suite. Mais on pourra sans doute échanger à l'extérieur s'il y a des questions directes sur les interventions. Lucille, si tu veux dire quelques mots de conclusion. Merci beaucoup. Je crois que vous m'entendez pas là. Si, c'est bon. Ah, parfait. Alors, je vais parler à toute vitesse en vous disant d'abord que ce qui m'a frappé dans ce qu'on vient d'entendre,
c'est que les mobilisations citoyennes sont aussi une manière de donner la parole à des êtres vivants qui ne sont pas humains. Lorsque j'écoutais Jean Grézy qui nous a dit que lorsqu'on extrayait du sable, les mouettes venaient chercher les œufs et au fond tous les animaux vivants qui sont déracinés, qui sont en fait qui sont condamnés à mort parce qu'on extrait le sable, je crois que c'est très important. Et lorsqu'Alice Béja nous a dit qu'il y avait des mobilisations citoyennes contre le fracking, contre l'exploitation du gaz de schiste et des sables bitumineux, la question c'est au fond comment la dégradation de la nature, la mort de la nature est associée à la dégradation de nos conditions de vie et des conditions de vie des plus vulnérables, ceux qui vivent parfois encore le plus au contact de la nature. Donc n'oublions pas qu'on parle de citoyenneté, mais on parle aussi de la nature, et que lorsqu'on parle climat, on parle aussi préservation de la biodiversité. Nous sommes, vous savez, dans une 6e extinction des espèces, et la mobilisation citoyenne, c'est une manière de garder la planète avec sa beauté, avec ce qui nous manquera tellement si nous le perdons. La deuxième chose que je voulais rappeler, c'était très présent dans ce que vient de dire Marc Lipinski, c'est que les mobilisations citoyennes dans ces domaines-là, elles durent très longtemps et que nous ne sommes pas au bout de nos peines. Nous avons choisi de vous présenter des luttes victorieuses, positives, mais vous n'avez pas été sans remarquer que souvent, lorsqu'on va en justice, on ne reconnaît pas que c'est pour des raisons environnementales qu'on renonce lorsqu'on est un lobby. Et lorsque le juge condamne le lobby à renoncer, il ne dit pas que c'est pour des raisons de préservation de la nature, il dit que c'est parce que le permis est éteint, qu'il est trop tard. Il dit que c'est parce qu'il y a peut-être un risque sur la pollution et l'environnement, mais il ne dit pas que la question de la nature et du lien entre nature et humanité est fondamentale et est centrale dans nos vies. Donc c'est encore aux citoyens de porter cette espèce de nouveau critère, je dirais, de définition des politiques publiques, de définition de la démocratie, et ça c'est quelque chose qui est devant nous, et ça peut durer encore des années, et donc il faut être un coureur de fond lorsqu'on est un écologiste, ou plutôt une coureuse et un coureur de fond, puisque ça nous a été dit, les femmes sont souvent très puissantes dans les luttes écologistes, et que d'une certaine manière, elles arrivent comme actrices de ces luttes, et elles montrent leur importance comme actrices démocratiques. Ça, c'est un point sur lequel je voulais insister, pas seulement parce que je suis une femme, parce que, au fond, les peuples des dunes, les peuples de l'écologie sont des peuples de diversité. L'écologie n'est pas une affaire pour les riches, c'est une affaire pour chacun d'entre nous, chacun et chacune d'entre nous, et c'est une affaire qui, en fait, permet de rejoindre des préoccupations du Maroc et des préoccupations européennes. C'est un combat sans frontières, je terminerai là-dessus. On le voit bien, les peuples des dunes, les peuples de la lutte contre le fracking, les peuples marocains se retrouvent dans une espèce de... C'est un combat et en même temps c'est un désir de retrouver des plaisirs que nous sommes en train de perdre. Je terminerai là-dessus. C'est une lutte, mais c'est aussi une esthétique et une civilisation. Et je crois que grâce au fait que nous avons parlé beaucoup de civilisation depuis le début de ces ateliers de l'Académie royale du Maroc, nous avons compris que l'écologie politique est une civilisation. Je terminerai là-dessus et je vous remercie beaucoup vraiment de cette opportunité que vous avez offerte d'être là.